Mossman est situé au sommet d'une colline surplombant l'eau, au centre du port de Sydney. C'est le foyer du zoo de Taronga et de la plage de Balmoral, et ses habitants figurent parmi les plus riches du pays. Il y a un petit groupe de boutiques, une longue bande de magasins chers, et des groupes espacés de vastes cottages anglais étoilés, et d'immeubles d'appartements de luxe de hauteur moyenne. Cette insularité idyllique était encore plus marquée dans les années 90, lorsque se déroule une grande partie de notre histoire. L'inspecteur détective Mike Hagan se souvient qu'à cette époque, la criminalité était quasiment inexistante à Mossman. Ce fut un grand choc lorsque des personnes âgées commencèrent à mourir violemment dans les rues et les maisons de retraite des quartiers les plus riches de Sydney, non seulement à Mossman, mais dans toute l'Australie. À l'époque, les meurtres en série et les fusillades en voiture étaient considérés comme des choses qui n'arrivaient qu'aux États-Unis, et non dans la grande terre du Sud, tranquille et protégée. L'inattendu de découvrir une telle méchanceté rôdant dans l'un des endroits les plus sûrs de Sydney signifiait que l'affaire du tueur des grands-mères de Mossman, comme l'a rapidement surnommé la presse, captait l'attention de toute la nation, mettant à l'épreuve à la fois la police et les médias. Tout cela en affrontant un phénomène complètement nouveau et en projetant une sombre ombre de peur et d'horreur sur tous les Australiens. Le vendredi après-midi, 1er mars 1989, Gwendolyn Mitchell-Hill, âgée de 82 ans, marchait devant le RSL de Mossman et se dirigeait vers un immeuble d'appartements à seulement quelques pâtés de maison. Pour ceux qui ne le savent pas, le RSL est la Ligue des services des anciens combattants, une organisation initialement créée par et pour les vétérans, similaire à la VFW aux États-Unis. Le RSL de Mossman était et est encore une sorte de centre communautaire, offrant des repas de bonne qualité à des prix raisonnables pour les standards de Mossman, ainsi qu'une variété d'événements sociaux réguliers, en plus de remplir les fonctions de base d'un bar. Madame Mitchell-Hill avait fait des courses juste au bout de la rue et devait passer par le RSL pour rentrer chez elle. Un peu plus tard, elle fut retrouvée allongée et saignant à l'entrée principale de son immeuble par un couple d'enfants qui rendaient visite à leurs parents dans le même immeuble. Comme d'habitude, la police et une ambulance furent immédiatement appelées, et étant donné son âge et sa localisation et le fait qu'il faisait jour, l'opinion prédominante était que la pauvre dame avait fait une grave chute. Sous cette supposition, les gentils voisins nettoyèrent la scène en effaçant le sang de la dame, lavant soigneusement les marches de l'entrée et nettoyant les éclaboussures sur les portes. Madame Mitchell-Hill fut emmenée à l'hôpital où elle mourut plus tard dans la nuit. On découvrit que son sac à main manquait, contenant une somme raisonnable d'argent en liquide, ce qui éveilla les soupçons de la police. Le pathologiste légiste, le docteur Joanne Duflou, avait également de sérieuses préoccupations. Madame Mitchell-Hill n'avait plus de bas ni de sous-vêtements, ce qui était plutôt inhabituel pour une dame, surtout de cet âge. Se promener sans bas, sans parler de l'absence de sous-vêtements. De plus, les blessures au crâne étaient très graves. Les personnes bien intentionnées avaient nettoyé la scène et caché le volume et la distribution de la perte de sang. Ce n'est donc qu'à un examen ultérieur qu'il devint évident que Madame Mitchell-Hill avait été sévèrement battue à la tête. Il y avait trop de traumatisme pour une simple chute et, en plus, il y avait une fracture sur la ligne médiane de l'arrière du crâne. Cela est extrêmement atypique pour une chute en arrière, car la réaction automatique en tombant en arrière est de tourner la tête. Ce qui signifie qu'on s'attendrait à trouver des dommages sur l'un des menèrent à la police à la terrible conclusion que cette respectable vieille dame avait été battue à mort pour son sac à main et, présumément, pour un motif sexuel sombre, bien qu'il n'y ait aucune preuve de viol. Le sergent détective Dennis O'Toole fut l'un des premiers à visiter la scène du crime. L'absence de sous-vêtements, combinée à l'absence de preuves de viol ou d'agression sexuelle, fut, selon ses propres mots, un peu déconcertant pour les enquêteurs au début. De plus, il n'y avait pas de témoins, mes amis. Malgré une enquête exhaustive dans la région, il n'y avait aucune preuve médico-légale valable en raison des gentils voisins qui avaient nettoyé la scène, et il n'y avait aucune indication claire d'un mobile. Il est vrai que la dame avait été volée, mais le volume n'expliquait pas le reste, ni l'extrême violence de l'attaque, ni l'étrange élément sexuel. L'absence de témoins déconcertait également la police, car l'attaque avait eu lieu à un moment de la journée très fréquenté, à moins d'1 minute à pied de la principale zone commerciale, de restaurants et à côté d'un chantier de construction animé.
Les meurtres suivants seraient remarqués par une absence similaire de témoins, et c'est un détail important. Les détectives de Mossman n'ont pas l'habitude de traiter de nombreux cas de meurtre. Ce n'est pas Baltimore, ni Manly, et, comme nous l'avons déjà vu, ils ne sont pas non plus confrontés à de nombreux cas de criminalité en général, du moins pas violents. Mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient incompétents, bien au contraire. En fait, la police a ouvert une enquête et y a travaillé avec diligence. Cela pourrait être dû au fait que les quartiers riches reçoivent un meilleur service, mais cela pourrait aussi être qu'ils n'avaient pas beaucoup plus à faire. Cependant, ces deux hypothèses sont profondément injustes. Mossman et ses environs pouvaient être calmes, mais à l'époque, Sydney était au milieu d'une pandémie d'opioïdes et luttait contre le crime organisé, en partie à cause des policiers corrompus. La police dit que devenir un détective des homicides est plus une épreuve de caractère qu'une question de brillance. Il n'y a pas beaucoup de place pour des moments de génie ou des éclairs soudains d'inspiration divine. Il s'agit de choisir de suivre chaque piste, quelle que soit l'envie de laisser passer quelque chose. Chaque piste, chaque conseil, chaque possibilité doit être poursuivie implacablement. Cette ténacité d'objectif est l'atout le plus précieux pour un enquêteur des homicides, non seulement en termes de résolution des affaires, mais aussi en garantissant la poursuite la plus solide possible. Cependant, la diligence a ses limites et ils n'avaient pratiquement rien sur quoi s'appuyer. Malgré leurs meilleurs efforts, ils n'avaient guère d'espoir de résoudre ce qu'ils avaient conclu être un meurtre aléatoire et isolé, l'un des types de crimes les plus difficiles à résoudre, même dans les meilleures circonstances. Le tueur semblait avoir des connaissances médico-légales et n'avait laissé aucune empreinte digitale ni aucune autre preuve médico-légale. Il n'y avait aucun témoin de quelque comportement suspect que ce soit, et il y avait très peu de cas similaires dans la région, du moins d'après ce que les policiers savaient à l'époque. L'enquête, mes amis, languissait faute de pistes. C'était la situation lorsqu'à peine un mois plus tard, le 9 mai, Lady Winfreda Ashton sortit du RSL de Mossman, après avoir passé un agréable après-midi de déjeuner et de bingo, pour rentrer chez elle à quelques minutes à pied. Lady Ashton était la veuve de 84 ans de Sir John Williams Ashton, l'un des plus grands peintres de paysages d'Australie. Elle est retournée à son immeuble, non loin de celui de Madame Mitchell Hill, et en trouvant du courrier indésirable dans sa boîte aux lettres, elle se rendit dans la salle des déchets pour s'en débarrasser. Là, elle fut brutalement attaquée, et l'assassin frappa sa tête à plusieurs reprises contre le sol en béton. Plus tard, on découvrit que Lady Ashton s'était battue. En fait, elle s'était défendue furieusement et avait presque réussi à s'échapper avant d'être maîtrisée. On lui retira ses bas et on les utilisa pour l'étrangler avec une telle violence que des traces du tissu étaient incrustées dans son cou. Lorsque la police la trouva, ce qui restait de ses bas était soigneusement plié près de sa tête. Il y avait une canne et les chaussures étaient également placées soigneusement à ses pieds. Son manteau rouge vif et d'autres vêtements étaient en désordre d'une manière qui suggérait une exhibition sexuelle, bien que, encore une fois, il n'y ait eu aucun signe d'agression proprement dite. Les premiers intervenants passèrent à côté de l'assassin, qui dépensait les $100 qu'il avait volés au RSL, et il commenta au personnel qu'il espérait que les sirènes n'étaient pas encore un autre volume se terminant par de la violence. Une fois de plus, les résidents bien intentionnés qui l'ont trouvé avaient nettoyé la scène du crime. Je ne sais pas comment ils ont pensé cela, mais il semble qu'ils aient également supposé que Lady Ashton avait fait une chute. Des amis de la victime indiquèrent à la police qu'il manquait un sac à main rouge vif qui correspondait à son manteau à la scène. Encore une fois, il n'y avait aucune empreinte digitale, aucun témoin, et le docteur Duflou et son équipe n'avaient toujours pas trouvé d'arme du crime. Un objet contondant était ce qu'il fut retrouvé abandonné à Ashton Park, curieusement nommé en l'honneur de son défunt mari, mais une fouille dans le parc ne donna rien de pertinent. Cette fois, la police ne se contenta pas d'un simple balayage de la zone, mais lança une vaste campagne de porte-à-porte qui couvrit 4 km² et plus de 2000 foyers, soit pratiquement tout le district de Mossman. Cela produisit des centaines de pistes et conduisit également à l'identification d'un suspect, un jeune homme qui avait été aperçu par des résidents inquiets. Il fut décrit avec beaucoup de détails et son portrait robot fut diffusé. Essentiellement, lorsque les résidents de Mossman étaient interrogés pour savoir s'ils avaient vu quelqu'un de suspect dans la région, ils désignaient un jeune drogué qu'ils avaient vu traîner dans leur quartier impeccable. Le docteur Rod Milton, le psychologue légiste le plus expérimenté de Sydney, fut appelé pour dresser un profil. Il conclut
contre la théorie du drogué errant que l'auteur des faits était probablement employé et était local ou du moins familier avec la région. En raison du niveau de violence et de l'apparent élément sexuel, il conclut que le tueur devait être relativement jeune, selon les statistiques des crimes de violence extrême. Il est probable que le tueur ait eu des relations extrêmement difficiles avec des femmes significatives dans sa vie et qu'il ait des antécédents de violence envers les femmes. Il suggéra également que le tueur aurait pu passer du temps dans l'armée, car, même en excluant le nettoyage des scènes, il semblait y avoir une propreté réflexive qui suggérait une formation militaire. La police combina ce profil avec son propre raisonnement, selon lequel les deux meurtres avaient été commis à peu près à la même heure, autour de 16 heures, et aboutit à quelques théories. Ils examinèrent les registres de la HMS Penguin, une base navale à Mossman, et commencèrent à interroger des suspects de l'armée et de la marine. Ils examinèrent également les écoles locales, théorisant que le volume, l'heure du jour et l'élément sexuel étrange pouvaient s'expliquer si l'auteur était un élève. Ils générèrent des centaines de suspects et les investiguèrent tous, mettant même certains sous surveillance, mais tout cela fut en vain. La presse se convainquit immédiatement, avec cette certitude particulière du journalisme sensationnaliste et des nouvelles télévisées, que les meurtres étaient liés et la police ne resta pas en reste. L'inspecteur Mike Hagan déclara à une équipe de documentaristes que « On a pris la décision de lier les deux meurtres, ce qui était une décision très appropriée. » La police était sous une énorme pression en raison de la nature étrange des crimes, du fait tout aussi étrange qu'il se produisait à Mossman de tous les endroits, et de l'indignation publique justifiée face à ces attaques contre certaines des personnes les plus vulnérables de la société. Je suis fier de souligner que, d'après ce que j'ai pu voir, le haut profil de Lady Ashton était assez accessoire pour l'intérêt du public. Les gens étaient tout autant indignés pour Madame Mitchell-Hill que pour Lady Ashton. Quoi qu'il en soit, sous toute cette pression, l'inspecteur Hagan se souvient qu'il sortait souvent faire de longues promenades autour des scènes du crime, essayant de pénétrer dans l'esprit de celui qui pourrait faire cela. Le maire de Mossman, le juge Barry O'Keefe, répondit à la peur publique en mobilisant les gardes forestiers, essentiellement des policiers des parcs, pour qu'ils arrêtent et parlent à toute personne âgée qu'ils pourraient revoir. On leur demanda de leur parler, de calmer leur peur et de leur offrir un transport jusqu'à chez eux. Il semble que les dames raffinées de Mossman étaient alors alertes mais pas alarmées et rejetaient généralement ces services. Cependant, ce qu'elles faisaient, c'était assister à des conférences publiques sur la sécurité personnelle. Vous savez, du genre routinier, fermer les portes, ne pas parler à des inconnus, et ainsi de suite. Il est surprenant de voir combien de personnes sont reconnaissantes de recevoir ce que je considère comme des informations basiques et hautement évidentes, mais je suppose que la plupart des gens ne sont pas habitués à vivre comme s'ils étaient chassés. Quant aux résidents de Mossman, ils furent obligés de faire face à la notion impensable qu'un tueur en série, juste après 16 heures, Doris Cox, une veuve de 86 ans, se dirigeait vers sa maison dans un complexe de retraite appelé The Garrison. The Garrison se trouve sur une rue principale animée qui abrite une grande population de retraités aisés, nécessitant différents niveaux de soins, ainsi que des appartements de vie indépendante. The Garrison était principalement célèbre pour son coût énorme et pour les disputes violentes occasionnelles entre les résidents. Je ne suggère pas que Mme Cox était impliquée dans ce comportement tapageur, et nous verrons bientôt que cela ne pouvait pas être le cas. Je le mentionne simplement comme quelque chose chez elle après avoir fait des courses, son chemin la menant par un sentier étroit avec des murs. The Garrison ressemble à une forteresse complète avec des murs crénelés, et il est impossible de voir à l'intérieur depuis l'extérieur. Avant qu'elle ne revienne à son appartement, Mme Cox fut attaquée par derrière, sa tête frappée à plusieurs reprises contre un mur de briques avant d'être laissée pour morte. Incroyablement, Mme Cox survécut. La police, en recevant le rapport, se précipita sur les lieux pour découvrir que le personnel pensait que Mme Cox avait fait une chute et avait lavé et nettoyé soigneusement la zone. Le sergent-détective O'Toole, qui me semble être un homme plutôt direct, a dû lutter pour contenir sa frustration. Le sergent avait des raisons d'espérer, car le pronostic de Mme Cox était bon. Et dès qu'elle serait prête à être interrogée, il était armé d'un carnet de notes et de sa meilleure attitude compatissante. Malheureusement,
Madame Cox souffrait de démence chronique et ne pouvait se rappeler de rien concernant les circonstances de l'attaque, pas même qu'elle avait eu lieu. Lorsque O'Toole lui montra un miroir, lui présentant son reflet terriblement meurtri et insistant sur le fait que quelqu'un lui avait fait cela, la réponse de Madame Cox fut de le regarder et de dire « Ce n'est pas moi ». Une fois de plus frustrée, la police retourna à la case départ. Cependant, The Garrison se trouve sur l'une des rues les plus fréquentées de Sydney, et un appel public à témoins fut lancé. Des centaines de pistes furent recueillies, et plusieurs témoins signalèrent avoir vu un adolescent en skateboard passer près de The Garrison au moment de la tentative de meurtre. L'équipe de l'inspecteur Hagan put composer un portrait robot, et pendant plusieurs semaines, un pauvre garçon dut probablement se cacher dans le sous-sol de ses parents, se demandant pourquoi un destin cruel avait envoyé les chiens de la ville à ses trousses. Ou peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte. Quoi qu'il en soit, il ne s'est jamais présenté. Maintenant, un garçon en skateboard peut sembler être un suspect, mais nous devons prendre en compte quelques points. Le fait que ces crimes aient eu lieu juste après la sortie de l'école fit penser à la police qu'un étudiant pourrait être impliqué. Ils ont probablement aussi enquêté sur les enseignants, mais il n'y a aucune mention de cela nulle part. Il y avait aussi le fait que la science médico-légale ne pouvait pas déterminer la nature exacte de l'arme du crime, ce qui les frustra énormément. La police de Nouvelle-Galles du Sud dispose d'une bonne unité de sciences médico-légales qui a traité des crimes de haut niveau, et il était inhabituel qu'ils ne puissent pas réduire les possibilités pour l'arme. Ils commençaient à désespérer, et puisqu'ils découvraient qu'ils ne pouvaient exclure ni les camions ni la planche d'un skateboard comme candidat possible pour l'arme, cela semblait renforcer ce que l'équipe appelait l'hypothèse juvénile. Par la suite, l'équipe du docteur Duflou put écarter le skateboard comme arme potentielle, mais des ressources vitales furent consacrées à la recherche du skater pendant un certain temps après, car il restait une personne d'intérêt. Il est également important de noter que le skateboard était définitivement une sous-culture souvent associée à la délinquance et à la criminalité dans l'esprit populaire à l'époque, donc peut-être cette obsession était-elle compréhensible. Pendant tout ce temps, le tueur continuait de rôder dans les rues. Dorothy Bink, une résidente de 78 ans du quartier aisé de Lane Cove, à environ 6 km de Mossman, rentrait chez elle après avoir fait des courses à Lane Cove, chargée de sacs, le jeudi 2 novembre, seulement quelques semaines après l'attaque à The Garrison. En chemin, elle fut abordée par un homme corpulent d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et un comportement calme. Quand ils arrivèrent à la maison, Madame Benck, apparemment l'une des personnes ayant la plus grande tolérance au risque au monde, l'invita à prendre une tasse de thé, malgré la couverture médiatique franchement hystérique sur le tueur des grands-mères qui durait depuis des mois. Cet homme refusa la tasse de thé. Margaret Paoud, âgée de 85 ans, croisa le même homme dans une ruelle étroite près de chez elle. L'homme se retourna, frappa son crâne par derrière, lui enleva ses sous-vêtements et vola son sac à main, laissant ses chaussures placées soigneusement à côté de son corps. Une écolière qui rentrait chez elle découvrit le corps et courut chez elle pour appeler sa mère. Madame Paoud respirait encore et la fillette et sa mère appelèrent une ambulance. À ce moment-là, quelques voisins étaient sortis pour aider et décidèrent que Madame Paoud avait dû faire une chute grave. Lorsque l'ambulance arriva, Madame Paoud fut déclarée morte et ses voisins nettoyèrent la scène du crime. Cela peut nous sembler très étrange, mais le public australien à l'époque avait très peu de sensibilisation médico-légale, et nettoyer après quelqu'un qui avait subi une blessure était considéré comme la bonne chose à faire. De plus, la presse avait fortement associé ces meurtres uniquement à Mossman, et Lane Cove, se trouvant à 6 km de là, c'était une autre zone de Sydney, et ce type de crime était impensable. Cependant, ce n'était pas impensable pour la police, qui connecta rapidement ce meurtre aux 3 autres. Suivant leur routine habituelle, ils ratissèrent la zone, interrogèrent des témoins et enregistrèrent les rares preuves qui restaient après que les citoyens bien intentionnés eurent nettoyé la scène. Cependant, ils furent sérieusement gênés par la couverture médiatique, qui était impatiente d'introduire le concept des meurtres d'imitateurs dans le public. Le public australien, en général, avait très peu de connaissances sur les stéréotypes et croyances populaires concernant les tueurs en série à l'époque. Donc la presse, dans son effort pour être une voix experte et autoritaire, décida que le changement dans le modus operandi devait être l'œuvre d'un imitateur.
Selon Mike Hagan, l'introduction soudaine de l'idée d'un imitateur contamina significativement le groupe de témoins potentiels. À maintes reprises, ils interviewaient des témoins potentiels qui résistaient à l'idée que les 3 meurtres étaient liés, ce qui les rendait querelleurs et difficiles à interroger. Pendant ce temps, les détectives établirent une salle d'incident à Lane Cove et continuèrent à travailler toute la nuit et le jour suivant. Le bon travail policier implique une grande quantité de paperasse, ainsi que de patrouiller dans les rues et de parler aux gens. Et la police était déterminée à maintenir l'élan autant que possible dans les 24 heures cruciales suivant un meurtre. L'après-midi suivante, qui était un vendredi, l'équipe de l'inspecteur Hagan était épuisée et il organisa leur relève et leur transfert au sous-commandant et au personnel qui seraient chargés de maintenir la salle des incidents en fonctionnement pendant qu'ils se reposaient. Mike Hagan arriva à quelques centaines de mètres de chez lui et le sergent O'Toole était en train d'ouvrir une canette de bière, une tinny dans le jargon australien. Lorsqu'ils reçurent l'appel, il y avait un autre corps, cette fois dans une maison de retraite à Belrose, appelée Wesley Gardens. C'est un grand établissement avec de vastes terrains, comprenant une unité spécialisée dans la démence, ainsi que des logements assistés. C'est un endroit paisible avec de vastes jardins arborés et de beaux jardins soignés. Olive Cleveland, âgée de 81 ans, était assise sur un banc dans le parc des terrains lorsqu'elle fut abordée par un homme d'âge moyen aux cheveux gris qui engagea la conversation avec elle. Se sentant mal à l'aise, elle s'éloigna, mais il la suivit jusqu'à un chemin en béton près du bâtiment principal, où il la frappa et l'étrangla avec ses bas. Le corps de Madame Cleveland fut découvert par des membres du personnel, qui nettoyèrent immédiatement et lavèrent la zone avant de signaler sa mort. Lorsque la police arriva, elle se retrouva une fois de plus face à une scène de crime propre, à une absence totale de témoins et à aucune preuve médico-légale viable. À ce stade, environ 35 détectives travaillaient sur l'affaire, suivant des pistes, effectuant des surveillances actives de suspects et des surveillances passives d'églises, de centres commerciaux et de maisons de retraite, et en général, s'épuisant à essayer de traquer l'un des premiers tueurs en série connus de l'État. Et avec le niveau de violence et le rythme des meurtres augmentant dramatiquement, la décision fut prise de former une grande équipe d'enquête et le nombre d'agents assermentés travaillant sur l'affaire passa à 70. Ces nouveaux agents venaient de diverses unités et il y avait même un groupe spécialisé d'agents infiltrés de surveillance connu à l'époque sous le nom de les chiens. À ce moment-là, la couverture médiatique était absolument frénétique, ce qui est compréhensible. Et il y avait un véritable sentiment de panique, non seulement dans les quartiers les plus aisés de la côte nord, mais dans tout Sydney. La pression publique et politique sur la police de Nouvelle-Galles du Sud pour clore cette affaire était plus forte que jamais. Muriel Falconer était une femme forte et indépendante de 93 ans, qui vivait seule dans une maison dans une rue calme et verdoyante de Mossman, éloignée de la zone principale. Madame Falconer était déterminée à être aussi indépendante que possible. Et malgré sa surdité partielle et sa vue diminuée, elle réussissait très bien avec un peu d'aide de Meals on Wheels et une tentative de meurtre, et avec le niveau de violence et le rythme des meurtres augmentant dramatiquement, la décision fut prise de former une grande équipe d'enquête et le nombre d'agents assermentés travaillant sur l'affaire passa à 70. Ces nouveaux agents venaient de diverses unités et il y avait même un groupe spécialisé d'agents infiltrés de surveillance connu à l'époque sous le nom de les chiens. À ce moment-là, la couverture médiatique était absolument frénétique, ce qui est compréhensible, et il y avait un véritable sentiment de panique non seulement dans les quartiers les plus aisés de la côte nord, mais dans tout Sydney. La pression publique et politique sur la police de Nouvelle-Galles du Sud pour clore cette affaire était plus forte que jamais. Muriel Falconer était une femme forte et indépendante de 93 ans qui vivait seule dans une maison dans une rue calme et verdoyante de Mossman, éloignée de la zone principale. Madame Falconer était déterminée à être aussi indépendante que possible, et malgré sa surdité partielle et sa vue diminuée, elle réussissait très bien avec un peu d'aide de Meals on Wheels et de ses voisins proches. L'après-midi du vendredi 23 novembre 1989, Madame Falconer rentrait chez elle après avoir fait des courses. Elle passa devant l'hôtel Buena Vista, appelé Biuna par les habitants allergiques aux prononciations étrangères. À la Biuna se trouvait un homme d'âge moyen aux cheveux gris qui commença à la suivre chez elle.
Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, il la frappa à plusieurs reprises dans la tête, la jeta au sol et commença à lui enlever ses bas. Madame Falconer reprit conscience et commença à lutter et à crier. Alors, il la frappa de nouveau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, termina d'enlever ses bas et l'étrangla avec eux. Il vola de l'argent dans son sac à main, ferma et verrouilla la porte d'entrée, puis s'en alla. Le lendemain matin, les voisins de Madame Falconer remarquèrent que son déjeuner de Meals on Wheels n'avait pas encore été récupéré à sa porte. Maggie Hughes, une infirmière diplômée et bonne amie de Muriel, décida d'utiliser sa clé de rechange pour aller vérifier comment elle allait. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit le corps immobile de Madame Falconer avec le crâne fracturé et ensanglanté, un carton de crème glacée renversé dans le couloir et son sac à main vidé et pillé sur une table d'appoint. Les chaussures de Madame Falconer avaient été placées soigneusement à côté d'elle, et Maggie, en tant qu'infirmière, reconnut par l'odeur que son amie était décédée récemment. Maggie Hughes, à l'inverse du grand public en Australie, reconnut une scène de crime lorsqu'elle en vit une, et consciente de la couverture médiatique totale, elle sut intuitivement que cela devait être l'œuvre du soi-disant tueur de grand-mère. Veillant à préserver la scène du crime, elle confirma que son amie était morte et appela la police. Lorsque celle-ci arriva, elle se mit au travail avec un enthousiasme fébrile, car il s'agissait du premier crime impeccable qu'ils avaient trouvé dans toute cette série de meurtres. Grâce à Maggie, qui était une bonne témoin avec une mémoire vive et un œil aiguisé pour les détails, une rareté dans toute enquête, la police put recueillir une grande quantité de preuves médico-légales sous forme d'échantillons de sang et de schémas de répartition, ce qui leur permit de connaître la séquence exacte du crime. Le plus excitant de tout fut qu'ils trouvèrent également une empreinte dans une tache de sang sur le tapis. Cette section du tapis fut découpée pour analyse, mais la presse s'était rassemblée devant la maison et l'inspecteur Mike Hagan était déterminé à garder secrète leurs nouvelles preuves par crainte que le tueur ne se débarrasse de ses chaussures s'il voyait des images des agents médico-légaux emportant des preuves d'empreinte du lieu du crime. Hagan et son équipe élaborèrent rapidement un plan. Un chantier de construction bruyant se trouvait à côté de la maison de Madame Falconer, et les agents médico-légaux furent envoyés ostensiblement pour prendre des moulages en plâtre d'empreintes dans la boue du chantier. Les agents reçurent pour instruction de dire à la presse qu'ils avaient trouvé des indices vitaux sur le chantier voisin et que des images seraient diffusées aux informations du soir, montrant la police prenant des moulages en plâtre. L'information fut conçue pour endormir le tueur et lui faire croire que les empreintes mentionnées ne pouvaient pas être les siennes. La police réexamina toute la zone de Mossman et les informations commencèrent à affluer, élargissant la liste des suspects à 740. Parmi ceux-ci, 739 furent éliminés individuellement. Le dernier était un homme au chômage de 22 ans, avec des antécédents de maladie mentale et une relation si problématique avec sa mère que la police avait été appelée à son domicile à plusieurs reprises. Du point de vue du détective, cela correspondait parfaitement au profil du criminel. Ils mirent rapidement les chiens sur sa piste, menant une surveillance continue 24 heures sur 24, un travail épuisant qu'ils espéraient voir se conclure par une arrestation en flagrant délit. Pendant ce temps, un sergent détective de la force spéciale nommé Paul Tuxford décida de reprendre tout à zéro et de réexaminer chaque déclaration de témoin de manière exhaustive pour voir s'il y avait quelque chose qu'ils auraient pu manquer. En le faisant, il tomba sur une incohérence qui le ramena à Maggie Hughes, qui, lorsqu'elle fut interrogée à nouveau, mentionna qu'elle avait vu un homme d'âge moyen, corpulent, vêtu d'un costume gris dans la zone. Dans ces premiers jours de l'informatique, des personnes affectueusement qualifiées de geeks informatiques furent assignées par le sergent Tuxford pour effectuer une recherche par mots-clés dans la base de données de la police avec les mots « gris », « cheveux »,« vieux » et « homme ». Cela produisit plus d'une demi-douzaine de correspondances, toutes liées à des agressions violentes sur des femmes âgées dans la côte nord de Sydney. Convaincu qu'ils avaient poursuivi le mauvais profil de suspect tout ce temps, le sergent Tuxford passa une nuit blanche à attendre l'occasion de présenter sa théorie lors du briefing du lendemain matin. Simultanément, le docteur Duflou et son équipe déterminèrent que l'empreinte qu'ils avaient relevée du tapis de Madame Falconer était compatible avec le type de chaussures portées par les hommes plus âgés, et aussi un type souvent préféré
par les anciens militaires. Ces deux nouvelles preuves conduisirent la police à revoir radicalement leur enquête jusqu'à présent. Les détectives de l'équipe de travail réalisèrent que la théorie sur un jeune délinquant qui avait été la plus en vue aurait pu fatalement fausser leur enquête. La prise de conscience qu'un cadre de référence erroné aurait pu les amener à poser systématiquement les mauvaises questions les poussa à effectuer une révision complète de leurs matériaux existants, ainsi qu'à revisiter chaque zone et à réinterroger chaque témoin et personne d'intérêt, en plus de suivre de nouvelles pistes. La première de celles-ci était une agression découverte lors de la recherche par mots-clés. La victime était une certaine mademoiselle Margaret Todhunter, de Mossman, qui, environ 2 mois avant le meurtre, avait été attaquée par un homme aux cheveux gris qui l'avait frappée au visage et lui avait volé 209 $. À l'époque, la police n'avait aucune raison de penser qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'une simple agression. Donc elle enregistra consciencieusement les rapports et passa à d'autres affaires. Le sergent Tuxford poursuivit ses recherches et l'équipe se mit à localiser Madame Todhunter et découvrit qu'elle avait déménagé dans le Queensland. Ils prirent l'avion pour l'interroger. Lorsqu'ils la trouvèrent, ils découvrirent que cette grande dame âgée avait un esprit aussi affûté qu'un piège à ours, et elle put fournir une description suffisamment détaillée pour une identification très fiable. La police avait les prémices d'une affaire prometteuse. Une description précise de leur principal suspect, 1932 dans le nord de l'Angleterre, venait d'une famille ouvrière, et Glover montra plus tard des signes de ressentiment envers la pauvreté dans laquelle il avait grandi. Cependant, ce qu'il méprisait le plus, c'était sa mère, Frida. Lorsque Frida et son père divorcèrent, Glover commença à développer une haine pour sa mère, la blâmant pour le départ de son père, qui l'idolâtrait. Cette haine s'est intensifiée lorsque sa mère a eu une série de relations, y compris 3 mariages. Selon sa propre version, il a commencé à la voir comme une femme volage, qui se manquait de respect à elle-même et à son père absent. Maintenant, je ne sais vraiment rien de Frida ni de la situation domestique chez les Glover. Mais il y a plusieurs explications possibles à ce type de comportement de sa part, y compris peut-être une tentative désespérée de recréer une famille complète conformément aux normes et aux attentes de l'époque. Quoi qu'il en soit, Glover l'a essentiellement rejetée comme une libertine et a commencé une carrière typique d'adolescent mal ajusté, commettant une série de délits. Lorsqu'il accomplissait son service national, il semble qu'il ait été à nouveau pris en train de voler et qu'il ait été renvoyé. Il y a un certain débat à ce sujet, car certaines sources indiquent que la découverte de son casier judiciaire en est la raison, mais cela me semble peu probable, car ses antécédents de jeunesse auraient été scellés. Ce que je crois qu'il s'est passé ici, c'est une confusion des dossiers disponibles. Quoi qu'il en soit, Glover a émigré en Australie en 1956 et s'est installé à Melbourne, où il a profité du programme de migration préférentielle pour les Blancs de pays anglophones, en vigueur à l'époque. Cependant, cela ne semble pas l'avoir beaucoup aidé, car il est passé d'un travail mal payé à un autre et a accumulé quelques condamnations pour volume et agression indécente sur une jeune femme et une autre fois sur une femme âgée. À un moment donné, pour des raisons obscures, il semble avoir changé son nom en John Wayne Glover. En 1968, il semble que Glover ait tenté de redresser sa vie. Il a rencontré et épousé une jeune femme agréable nommée Gay Rolls et s'est installé avec elle à Sydney, d'abord dans sa propre maison à Mossman avant de déménager chez les parents de Gay, Essie et Jack, qui avaient une grande maison à proximité. À l'époque, en Australie, les différences de classe comptaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, et il semble qu'Essie n'était pas heureuse que sa fille épouse quelqu'un en dessous de sa position sociale. Cela semble avoir rendu la relation entre Glover et sa belle-mère extrêmement difficile. Cependant, il semblait avoir une véritable affection pour son beau-père Jack, ce qui reflète exactement sa relation avec ses propres parents biologiques. Après quelques difficultés initiales, Glover a obtenu un emploi stable en tant que représentant des ventes pour la société de pâtisserie 4&20. Les pâtisseries 4&20 étaient et restent une marque emblématique en Australie et n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de promotion, donc Glover était dans une bonne position. En plus de cela, son mariage semblait bien se passer au début, malgré ses problèmes avec sa belle-mère, et l'union a été bénie de 2 filles. Plusieurs informateurs parlent d'une vie familiale tendue,
avec des critiques constantes d'Essie envers Glover et des disputes animées entre l'épouse de John, Gay, et sa mère. Mis à part cela, le style de vie de Glover semblait enviable. Il commençait à travailler tôt le matin, visitant des hôpitaux et des maisons de retraite pour prendre des commandes de pâtisserie, puis finissait en milieu d'après-midi pour se diriger vers le bar, boire de la bière et jouer aux machines à sous. Comme beaucoup d'autres Australiens, Glover semble avoir développé une addiction aux machines à sous, ainsi que l'habitude de passer du temps dans les bars l'après-midi, se liant d'amitié avec les habitués et leur offrant parfois des boissons. La mère de Glover, Frida, a déménagé en Australie en 1976, doublant ainsi le nombre de femmes impliquées dans sa vie et qu'il ne supportait pas. Bien que Glover ait continué à interagir avec les deux, il était clair que sa relation avec ces deux femmes significatives dans sa vie était sérieusement endommagée. En 1989, Frida est décédée d'un cancer du sein et peu de temps après, Glover lui-même a été diagnostiqué avec la même maladie. Une coïncidence très étrange que Glover a attribuée dans son esprit à la mauvaise influence de sa mère. Le traitement de ces cancers l'a laissé impuissant. Mais malgré cela, il a commencé à fréquenter une femme de 60 ans nommée Joanne Sinclair. Il existe une certaine confusion concernant cette relation. Diverses sources affirmant qu'il s'agissait d'une romance ou simplement d'une amitié platonique. Je ne suis pas sûr que cela importe beaucoup. Il suffit de dire que, de toute façon, Glover cherchait de la compagnie et du réconfort en dehors de son mariage, qui traversait des difficultés à ce moment-là. Gay avait emmené ses deux filles en Nouvelle-Zélande et il semblait que le mariage n'était pas complètement à jour sur la vie et les crimes de Glover. Revenons à l'enquête policière. Celle-ci était en cours depuis un peu plus d'1 an, avec des milliers de pistes et près de 1000 suspects éliminés. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud offrait des récompenses de plus en plus élevées pour toute information menant à l'arrestation du tueur. Elles avaient commencé à 200 000 $ et atteignaient $250 000 en 1990. C'était une somme importante en Australie à l'époque, probablement équivalente en pouvoir d'achat à près d'1 million de $ aujourd'hui. Les policiers travaillaient encore fréquemment des journées de 20 heures, et les chiens continuaient à surveiller les maisons de retraite et les hôpitaux sous couverture. En plus de cela, ils réévaluaient et réinterrogeaient toutes les personnes concernées par la théorie de l'homme aux cheveux gris. L'équipe d'enquête livrait également une bataille perdue pour empêcher la presse et le public d'appeler leur affaire le tueur des grands-mères, en essayant de changer cela en le tueur de la Côte-Nord, un nom beaucoup moins accrocheur mais aussi moins offensant. Parmi leurs nouvelles investigations se trouvait un rapport d'agression indécente sur l'aînée Caroline Chisholm dans une maison de retraite à Lane Cove. Armés de cette information, les policiers ont suivi cette piste et trouvé un thérapeute qui avait présenté un rapport, dans ses propres mots, une vieille dame qui était assez agitée parce que quelqu'un lui avait touché les fesses. Bien sûr, elle utilisait le mot « agité » dans le sens ancien, signifiant quelque chose de plus comme troublé. Elle avait affronté un homme aux cheveux gris dans le couloir qui avait ensuite pris la fuite. La police trouva plusieurs rapports similaires, ainsi que des rapports de vol sur des femmes âgées et un vieil homme malheureux qui portait un chapeau et un manteau long, le faisant ressembler à une femme de loin. Tout cela semblait confirmer au sergent Tuxford son principal suspect, l'homme aux cheveux gris. Ensuite, le 11 janvier, une vieille dame à l'hôpital privé de Greenwich appela l'infirmière pour se plaindre qu'un médecin était venu dans sa chambre, lui avait dit qu'elle perdait de la chaleur corporelle, lui avait remonté sa robe et lui avait touché les parties génitales. L'infirmière sut immédiatement que quelque chose n'allait pas, car c'était le week-end, et il n'y avait pas de médecin sur place. L'infirmière confronta un homme qui s'éloignait, mais il l'ignora. Alors elle appela la police pour signaler une agression indécente. Une jeune détective nommée Pamela Young fut envoyée avec son collègue pour suivre l'appel. La détective Young fit tout ce qui était nécessaire en tant que détective, utilisant la liste des visiteurs et la description de la victime pour identifier un suspect probable, un vendeur de pâtisserie nommé John Wayne Glover. Mais lorsqu'elle termina son travail, il était déjà près de 10 heures du soir, alors elle décida de reporter cela au lendemain. Quand elle trouva Glover, il exerça son droit de garder le silence et accepta de se présenter le lendemain avec un avocat. Le lendemain arriva et passa, et après 18 heures, la détective Young appela la maison de Glover pour savoir où il se trouvait. L'épouse de John, Gay,
répondit au téléphone et déversa un flot d'insultes sur la jeune détective. Elle l'informa que John Glover avait été poussé à bout par 16 accusations ridicules et avait tenté de se suicider en prenant une grande quantité de somnifères avec une bouteille de whisky. Glover avait été admis à l'hôpital Royal North Shore, où la police se rendit pour l'interroger. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent un médecin qui leur remit une note de suicide écrite sur un énorme papier à en-tête de 420. Ils allèrent interroger Glover, mais le trouvèrent encore refusant de coopérer. D'une manière ou d'une autre, Pam Young réussit à le convaincre de prendre une photo Polaroid pour aider à l'écarter en tant que suspect. Alors ils prirent une photo et se rendirent à l'hôpital de Greenwich, où l'infirmière Taylor l'identifia envoyé dans des maisons de retraite et des hôpitaux dans toute la côte nord, montrant des copies de la photo Polaroid et posant des questions sur tout incident de violence ou de comportement sexuellement inapproprié. Ils interprétèrent la note comme faisant partie d'une explication de son comportement, des instructions à sa famille pour liquider ses biens et partir, et une vague référence à ses crimes. Ils envoyèrent également les chiens et abandonnèrent leurs objectifs de surveillance précédents pour surveiller les mouvements de Glover à la recherche de tout schéma de vie qui pourrait le lier de manière plus définitive au meurtre. Glover sembla les remarquer rapidement et commença à utiliser des techniques de contre-surveillance, ce qui poussa la police à placer secrètement un traceur sur sa voiture. De notre point de vue, cela peut sembler une affaire close, mais du point de vue de la police, il n'y avait vraiment pas assez de preuves solides. L'agression sexuelle, le profil, même la note, ne constituaient pas grand-chose de plus que des preuves circonstancielles. Les policiers eux-mêmes étaient complètement convaincus, d'une manière qu'ils n'avaient jamais été avec aucun autre suspect jusqu'à présent. Mais ils savaient qu'ils n'avaient presque pas assez de preuves pour persuader le parquet de l'État de porter l'affaire devant un tribunal. Et compte tenu de sa position sociale, de sa réputation légale et de l'évaluation de sa personnalité, la plus grande crainte était de l'arrêter et qu'il refuse simplement de parler. Dans une telle circonstance, et avec les preuves qu'ils avaient jusqu'à présent, ils auraient révélé leurs cartes et terminé avec absolument rien. Mike Hagan et les détectives de l'équipe d'enquête savaient que ce dont ils avaient besoin était de l'attraper en flagrant délit, d'établir un schéma de vie qui l'incriminait de manière concluante ou de quelque manière que ce soit d'obtenir des aveux. Ils avaient suivi l'homme pendant près de 6 semaines. Cependant, à part ces efforts évidents mais efficaces de contre-surveillance, il n'y avait pas la moindre trace de quelque chose de suspect. Pendant ce temps, John Wayne Glover avait convaincu son épouse que les accusations portées contre lui étaient infondées. Alors, elle engagea l'avocat pénaliste Don Wakeling pour aider son mari à se débarrasser de ce qu'il décrivait comme des accusations diffamatoires. Wakeling, un homme qui ressemble exactement au genre de personne qui jouerait un avocat de la défense dans un film noir australien sombre, accepta le travail croyant à ce moment-là que Glover était innocent. Pendant ce temps, la police était occupée à relier les points non résolus de son enquête et à coordonner et à compléter la surveillance 24 heures sur 24 qui était maintenue sur Glover. Au bas de leur liste d'investigations de suivi, ils effectuèrent une visite au James Milson Retirement Village à Milson's Point, un faubourg juste à l'extrémité nord du Sydney Harbour Bridge et à seulement quelques minutes de Mosman. La détective Kim McKay reçut l'ordre de se rendre à la maison de retraite Milson, où elle montra la photo Polaroid à la réceptionniste et posa les questions de routine. Sa vaste tournée des établissements de soins pour personnes âgées et des hôpitaux avait déjà révélé quelques CS d'agression indécente, donc les espoirs étaient élevés malgré la monotonie du travail. Lorsque la réceptionniste regarda la photo et demanda s'il cherchait John Wayne Glover, qui travaillait pour les pâtisseries 420, McKay pensa qu'elle avait touché le jackpot, une identification positive par un témoin. Et elle demanda comment la réceptionniste le connaissait. « Je suis son épouse », répondit la réceptionniste. Cela laissa la détective stupéfaite et elle tenta désespérément de persuader Gay Glover de ne pas révéler sa visite. Cela soulève un petit point. Il semble que l'équipe d'enquête ait complété une carte de réseau humain où étaient identifiés les associés connus et où des informations de base étaient recueillies sur eux. Mais si elle avait ces données, elles n'avaient pas été communiquées à toute l'équipe d'enquête. Ce n'est pas nécessairement un péché capital, bien que ce le serait dans une affaire de crime organisé, mais cela montre que l'enquête des années 80, c'était un travail exceptionnel
Et même selon les normes actuelles, c'était un excellent travail. Ce type de délit fut un moment d'apprentissage significatif pour la force de police de la Nouvelle-Galles du Sud, et bien que les détectives de l'équipe d'enquête aient admirablement relevé le défi, il y avait encore quelques moments difficiles ici et là, trébuchant sur l'épouse de leur principal suspect lors d'une enquête de terrain étant l'un d'eux. Sans surprise, Gay Glover alla directement voir son mari pour lui parler de la visite de la détective McKay, car non seulement elle n'avait aucune raison de croire que son mari était l'infâme tueur des grands-mères, mais il semblait probable qu'elle ne voulait pas non plus le croire. La vie domestique de Glover semble avoir été presque entièrement normale. Bien sûr, il était ivre la plupart du temps et avait un léger problème de jeu, si on peut appeler cela un jeu. Jeter de l'argent dans le gouffre sans fond des machines à sous, mais c'était en 1990 et le passé était le pire. Selon les normes de 1990, aucune des excentricités connues de Glover ne l'excluait d'être un pilier de la communauté. Glover lui-même, cependant, savait ce qu'il était, et les nouvelles de son épouse le menèrent à un effondrement. John Glover n'était pas exactement en bonne santé mentale à ce stade. En plus d'être un tueur compulsif motivé par le sexe, il avait récemment tenté de se suicider et montrait des signes d'anxiété de persécution, croyant avec raison qu'il était surveillé. Alors, quelques jours après que son épouse eut confirmé ses pires soupçons selon lesquels la police était sur ses traces et qu'ils allaient probablement l'attraper, Glover appela son travail et se fit excuser pour la journée en invoquant un rendez-vous juridique. Il quitta sa maison à l'heure habituelle du matin, tenta sans succès de semer les chiens avant de se rendre à une boutique de spiritueux et d'acheter une bouteille de whisky VAT 69. Après cela, il conduisit jusqu'à une maison à Beauty Point, un faubourg qui fait pratiquement partie de Mossman, où il se gara, sortit de sa voiture, enleva sa cravate et se coiffa soigneusement. Une fois qu'il fut prêt à sa propre satisfaction, la police l'observa marcher vers une maison de l'autre côté de la rue et frapper à la porte. La porte s'ouvrit et Glover fut chaleureusement accueilli à l'intérieur. Les chiens s'installèrent pour attendre. Des heures passèrent, puis encore des heures, et le sergent O'Toole, qui était au central, commença à s'inquiéter. Une recherche inversée dans l'annuaire révéla que la maison appartenait à Joanne Sinclair, une femme de 60 ans avec qui Glover avait entretenu une relation étroite depuis un certain temps, ce qui pouvait expliquer la longue visite. Mais il y avait un sentiment d'inquiétude parmi les détectives de l'équipe d'enquête, et O'Toole amena une équipe pour s'asseoir près du poste de surveillance et surveiller la situation en personne. La journée se déroula jusqu'à ce que les enfants de l'école commencent à rentrer chez eux en fin d'après-midi. Le moment préféré pour chasser du tueur des grands-mères. Un couple d'enfants qui rentrèrent chez eux frappa à la porte principale de Joanne Sinclair et n'obtint aucune réponse. L'équipe de surveillance remarqua également que 2 chiens, qui semblaient être à l'intérieur ou derrière la maison, avaient commencé à aboyer sans relâche, et le principal suspect des meurtres de nombreuses femmes âgées était resté seul dans la maison avec une femme de 60 ans pendant presque 8 heures. Tout cela ensemble rendit la police suffisamment anxieuse pour agir. Ne voulant pas compromettre l'identité de l'équipe de surveillance, le sergent O'Toole appela une patrouille en uniforme à proximité pour enquêter sur une plainte fictive de bruit. Les officiers rapportèrent qu'il n'y avait aucun mouvement dans la maison, ce qui était sérieusement inquiétant. À ce stade, les détectives décidèrent d'entrer. Le détective sergent O'Toole et 3 de ses collègues de l'équipe d'enquête forcèrent la porte et effectuèrent une inspection pièce par pièce. Dans une chambre, ils trouvèrent le corps de Joanne Sinclair allongé sur le sol. Ils trouvèrent John Wayne Glover, inconscient dans la baignoire avec la bouche et le nez juste au-dessus du niveau de l'eau. Du sang et du vomi mélangés abondamment avec l'eau du bain et les restes d'une autre tentative d'autodestruction éparpillés autour de lui. Il y avait une bouteille vide de whisky VAT 69, une dispersion de somnifères et un verre à whisky brisé qu'il avait utilisé pour se trancher le poignet gauche. Les détectives appelèrent une ambulance et informèrent également Mike Hagan de ce qu'ils avaient trouvé. Et malgré leur profond dégoût pour l'homme, ils firent des efforts frénétiques pour maintenir Glover en vie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. La grande quantité de whisky que Glover avait consommé semble lui avoir sauvé la vie, car il en avait tellement bu qu'il n'a pas pu garder les somnifères dans son estomac. Et la coupure à son poignet fut exécutée de manière si incompétente rapidement Glover à l'hôpital North Shore,
moment auquel l'équipe d'enquête commença à traiter la nouvelle scène de crime. Pendant ce temps, j'imagine que l'équipe était occupée à expliquer à plusieurs niveaux de commandement comment ils avaient permis à un suspect de meurtre de battre à mort une femme innocente, littéralement sous leur nez. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les en blâmer, et officiellement ils ne le furent pas, mais cela avait l'air assez mauvais. Maintenant, le bon sens et toute l'équipe des critiques de fauteuil semblent indiquer assez clairement qu'ils auraient dû entrer dans la maison et l'arrêter dès qu'ils se sentaient mal à l'aise. Mais il y a de solides arguments contre cela. Tout d'abord, ils avaient surveillé Glover pendant plus d'1 mois et demi sans aucun signe qu'il poursuivait une nouvelle cible ou envisageait la violence. De plus, il n'y avait absolument rien pour suggérer que, s'il était bien leur tueur, il serait autre chose qu'un tueur de femmes qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y avait tout simplement aucune raison de croire que Glover romprait son schéma de meurtre et tuerait quelqu'un qu'il connaissait. Et enfin, leur priorité principale était de construire et de préserver leur affaire pratiquement inexistante. Dès qu'ils commençaient à défoncer les portes et à l'arrêter, la crainte était que Glover se referme sur lui-même, et ils n'avaient pas suffisamment de preuves pour un procès, encore moins une condamnation. Mais oui, pour beaucoup, y compris les médias et les commentateurs à l'époque, cela ne semblait pas être un ensemble solide d'arguments. Et même aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la mort de Joanne Sinclair fut la plus grande erreur commise par la police de Nouvelle-Galles du Sud à ce jour. Vous êtes peut-être convaincus ou non par cela. Et le public fut très critique de ce dernier meurtre. Mais à la fois le médecin légiste et le gouvernement de l'État trouvèrent que la police n'avait pas de faute à ce sujet, et en lisant les questions parlementaires posées à la Chambre des communes de Nouvelle-Galles du Sud, il m'est difficile de les blâmer. Le sergent O'Toole et l'inspecteur Hagan ont maintes fois déclaré que la mort de Joanne Sinclair les avait profondément touchés, comme c'est compréhensible, mais ils sont eux-mêmes convaincus qu'ils n'ont rien fait de mal. Glover fut rapidement stabilisé, et l'une des équipes d'enquête fut envoyée à sa chambre d'hôpital pour l'arrêter. Les premiers mots de Glover furent pour se demander comment tout cela affecterait sa famille. Le détective lui dit qu'il devrait se concentrer sur sa propre situation, moment auquel Glover avoua en gros le meurtre de Joanne Sinclair. O'Toole et un autre détective furent appelés et menèrent un entretien en présence de l'avocat de Glover. Ils se concentrèrent d'abord sur le meurtre de Sinclair, puis passèrent aux autres. Glover demanda aux détectives s'ils avaient remarqué à quel point toutes ces victimes ressemblaient à sa belle-mère Essie. Son attitude était distante, et il semblait vouloir échanger des informations sur ceux que la police avait déterminés sur ces crimes. Il décrivit de manière objective comment il traquait ses victimes au hasard, profitant du fait que son travail de vendeur de pâtisserie l'emmenait à travers toute la côte nord. Comment il gardait des gants de jardinage, un marteau et une serviette dans le coffre de sa voiture et attaquait les femmes qu'il sélectionnait par derrière. Il parla de ses victimes, y compris de Lady Ashton, en commentant qu'elle avait été près de le maîtriser, et si seulement elle avait réussi, ce serait une histoire bien plus heureuse. Il affirma qu'il n'y avait aucune motivation sexuelle et que les positions dégradantes des corps étaient une fausse piste délibérée pour tromper la police. Ni la police ni le psychologue légiste ne crurent à cela. Le docteur Duflou, le pathologiste légiste, exprima son regret en découvrant que l'arme du crime, dont la nature avait été l'un des mystères les plus durables de l'affaire, s'avéra être simplement un marteau. En effet, l'enveloppement du marteau dans une serviette masquait les marques distinctives que le marteau laisse sur les os, ceux qui, combinés à l'élimination des schémas de projection par des personnes bien intentionnées qui avaient nettoyé presque toutes les scènes de crime, avaient rendu impossible l'identification positive de CE, qui est normalement l'une des armes métalliques les plus faciles à détecter. Glover parla de la façon dont il allait dans des bars locaux, en particulier au RSL de Mossman et au Buena Vista, pour dépenser l'argent qu'il volait à ses victimes dans les machines à sous. Il achetait également des boissons pour des femmes âgées qu'il connaissait dans ces lieux, son esprit malade trouvant cela ironique de manière amusante. Il parla de la façon dont il lavait le marteau avec de l'acide chlorhydrique après chaque meurtre et décrivait ses crimes avec les mots de l'un des détectives, comme s'il parlait de faire une tasse de thé. Cette interview était enregistrée dans un carnet de la police, chaque page duquel Glover initialisait volontairement. Cependant, lorsque le procès eut lieu, il plaida non coupable pour cause de folie temporaire,
En gros, une défense de responsabilité diminuée. Il tenta de présenter d'une manière quelque peu maladroite une sorte de récit de personnalité divisé en relation avec ses crimes, affirmant qu'une personne nommée le méchant John prenait le contrôle de ses actions de temps en temps, avant que le bon John ne revienne pour gérer le reste de sa vie. La procureure de la reine, Wendy Robinson, se rappela que l'hypothèse générale parmi le public à l'époque était que quelqu'un qui frappait des femmes âgées avec un marteau devait forcément être fou. Ce n'est évidemment pas vrai. Il est parfaitement possible d'être suffisamment malfaisant pour commettre ces actes sans être suffisamment fou pour répondre à la norme légale. La préoccupation était cependant que, avec l'opinion publique considérant qu'il devait être fou, il serait difficile de persuader un jury qu'il ne l'était pas. Glover avait également engagé quelques psychologues en tant que témoins experts, qui insistaient sur le fait que sa relation avec sa mère et sa belle-mère étaient des facteurs principaux qui perturbaient l'équilibre de son esprit. Ces experts soutenaient qu'il nourrissait un profond désir de tuer sa mère et que, depuis sa mort, sa belle-mère Essie était devenue un substitut de ce désir. Une fois qu'Essie était morte, selon la théorie, Glover avait déplacé sa colère vers des femmes au hasard qui lui ressemblaient. Le psychologue légiste de la police, le docteur Rod Milton, n'était pas en désaccord avec tout cela, avec ceux qu'il était en désaccord. C'était avec l'affirmation que tout cela signifiait que Glover n'était pas responsable de ses actes. Il souligna la nature méticuleuse des crimes, en particulier la préparation et les phases de nettoyage. Il demanda à Glover exactement quand le bon John prenait le contrôle. Était-ce, par exemple, avant ou après avoir nettoyé le sang du marteau? Est-ce que le méchant John emballait l'équipement de meurtre dans la voiture avant d'aller travailler, puis le laissait seul le reste de la journée? Grâce à des questions comme celle-là, le docteur Milton put montrer une préméditation claire, ce qui ruina la défense. Cela fonctionna également, car le jury revint après à peine 2 heures et déclara Glover coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge James Woods, qui présida également certaines des commissions royales les plus célèbres du pays, condamna Glover à la prison pour la durée de sa vie naturelle, une peine très rare en Australie. Dans un avis long et détaillé, le juge Woods expliqua qu'un homme qui commet des crimes de cette nature ne peut jamais être attendu pour être réhabilité ou cesser de représenter un danger pour le public. Glover tenta de faire appel de la sentence à plusieurs reprises, mais mourut en prison en 2005. Quand nous examinons les agressions sexuelles et les vols au hasard que Glover a commis avant de tuer Madame Mitchell Hill, sa première victime connue, il semble y avoir un schéma clair d'escalade qui correspond à l'arc de la plupart des tueurs en série. Cependant, il y a plusieurs problèmes sérieux avec cela, y compris le fait que les meurtres ont commencé quand il avait 58 ans. La plupart des experts dans ces domaines, ainsi que de nombreux officiers d'enquête, croient qu'il devait avoir commencé à tuer bien avant. Il est très inhabituel qu'un tueur en série commence sa carrière, pour ainsi dire, à la fin de la cinquantaine, et le degré de violence utilisé suggère fortement qu'il a escaladé correctement jusqu'à ce point au fil du temps. Mais sans meurtres enregistrés avant Madame Mitchell Hill, comment escaladait-il? En général, il est très inhabituel pour quelqu'un de passer directement de peloter et de frapper des gens au visage à écraser les têtes de victimes innocentes avec un marteau. Ce n'est pas impossible, bien sûr, c'est simplement très inhabituel. À cela s'ajoute une série de faits perturbants. Après que sa mère, Frida, soit arrivée en Australie, elle a été placée dans une institution sur la côte centrale, une zone de plage au nord de Sydney, où vivent des retraités, des personnes qui se déplacent depuis la ville en raison du marché immobilier dystopique de Sydney, et des locaux de longue date dans un environnement à Umina, une zone de la côte centrale, pour rendre visite à sa demi-sœur et à sa mère, où il agressait sexuellement les résidentes de l'institution où se trouvait sa mère. Mais ce n'est pas tout. 2 femmes, l'une de 73 ans et l'autre de 80 ans, furent agressées sexuellement et tuées avec un marteau 5 ans avant sa série à Mossman, à des dates correspondant à ses visites. Et pendant le temps qu'il vécut à Melbourne, en tant que jeune immigrant, il y eut 4 autres meurtres très similaires que beaucoup, dans l'équipe d'enquête, soupçonnent avoir été l'œuvre de Glover. Le traitement des corps et le modus operandi sont presque identiques, tout comme les 6 meurtres connus entre eux. La police et les experts en criminologie sont convaincus, et je cite, « avec un haut niveau de confiance », que Glover a commis ces homicides.
Glover purgeait déjà sa peine de prison à vie lorsque les enquêteurs commencèrent à établir des liens avec d'autres crimes. Mais Glover lui-même est resté silencieux. Sa position était que, si la police lui présentait des preuves solides suffisantes, il avouerait d'autres crimes. Cela semble étrange parce que ça l'est. Glover n'avait rien à perdre, car il n'y avait pas de peine de mort en Australie, et il n'y avait aucune possibilité de libération conditionnelle. Le mieux qu'il pouvait espérer, c'était de contracter une maladie débilitante et d'obtenir une libération pour compassion afin de pouvoir mourir à l'extérieur. Alors, pourquoi jouer à ce jeu du chat et de la souris avec la police? Eh bien, essentiellement parce qu'il était un psychopathe narcissique. Le sergent Dennis O'Toole était le visiteur le plus fréquent de Glover et, à la fin, le seul. Et il croit qu'il en est venu à bien connaître l'homme. Il a dit que le plus grand plaisir de Glover dans la vie était de jouer des jeux mentaux avec lui, en insinuant et en suggérant des choses, puis en se taisant et en devenant mystérieux lorsque Dennis tentait de le presser. Je ne veux pas vous donner l'idée que Glover était une sorte de Hannibal Lecter manipulant habilement ses interrogateurs avec élégance. Il était plus comme un éléphant essayant de danser le ballet ou un petit enfant essayant d'obtenir une glace d'un parent indulgent. Mais comme tout ce qu'il avait à faire était d'éviter de dire quelque chose de significatif, peu importait vraiment s'il était bon ou mauvais aux jeux mentaux, à moins qu'il ne confesse accidentellement. Il n'y avait vraiment aucun obstacle pour qu'il continue à tromper la police indéfiniment. Il semble que Glover aimait la sensation de pouvoir et d'importance que cela lui donnait d'avoir le sergent O'Toole pendu à ses lèvres à chaque visite. Il semble également que ces visites étaient la principale, sinon la seule raison pour laquelle O'Toole informa Glover que ces visites allaient bientôt se terminer, car il allait prendre sa retraite de la force de police. Glover tenta de lui offrir un dessin qu'il avait fait. Bien que le détective ait initialement refusé, Glover insista et dit que le dessin représentait un parc dans un endroit appelé Medlow Bath, une banlieue des Montagnes Bleues, à environ 2 heures à l'ouest de Sydney. Glover indiqua un couple de pins sur l'image, et au milieu de l'un des arbres se trouvait le chiffre 9. Personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Avouait-il le nombre total de ses meurtres? Indiquait-il combien de meurtres non résolus il avait commis? Suggérait-il qu'il avait tué 9 autres personnes dans les Montagnes Bleues? Ou était-ce simplement un autre jeu mental idiot? Personne ne put jamais lui demander. Peu de temps après cette dernière visite, le 10 septembre 2005, John Wayne Glover se pendit dans sa cellule. Il n'était pas en bonne santé et, vraisemblablement, la fin de son dernier contact avec le monde extérieur fut un facteur dans sa décision de renoncer à la vie. Nous avons couvert de nombreuses personnes sur cette chaîne que je comprends un peu ou avec lesquelles je sympathise jusqu'à un certain point, car leurs crimes étaient liés à des vies incroyablement misérables. Mais ce n'est pas le cas ici. Autant que je peux comprendre, John Wayne Glover était autonome dans sa méchanceté. Malgré toutes ses excuses concernant le mauvais traitement qu'il avait reçu de la part de femmes âgées, il est difficile de voir quelqu'un pleurer sa mort. S'il y a quelque chose que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est l'excellent travail de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Apprendre comment ils ont mené cette enquête, en faisant face à un phénomène complètement nouveau pour eux et en se montrant à la hauteur à maintes reprises, a été une révélation. Je pense que ma partie préférée de cette histoire est la façon dont la justice a été rendue, et j'espère que ce sera aussi la vôtre. Maintenant que nous en sommes là, n'avez-vous pas vu ce crime là-bas? Je ne le manquerais pas si j'étais vous.